Bonjour Philippe Brun. Bonjour. Vous avez, j'imagine, écouté attentivement la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu hier. Le Premier ministre, il vous a quand même tout lâché. Vous l'applaudissiez, je vous ai vu même sur le banc de l'Assemblée nationale. Demain, il n'y aura donc pas de censure des socialistes? Alors, pas de confusion, on a applaudi au moment où il a annoncé la suspension de la réforme des retraites, et c'est bien normal, parce que c'est une immense victoire pour le mouvement social. C'est même d'ailleurs la première victoire pour le mouvement social depuis le CPE en 2006. Jamais la rue, finalement, le mouvement avait réussi à obtenir le retrait d'une réforme, ce que nous avons réussi à faire. Donc pas de censure demain? Non, pas de censure demain. On a obtenu deux choses, donc à la fois cette suspension de la réforme qui veut dire abrogation, parce qu'on a bien compris, repoussée en 2028. Si nous gagnons en 2027, nous l'abrogerons définitivement. Et nous avons obtenu la fin du 49.3, ce qui va permettre de redonner ces lettres de noblesse à l'Assemblée qui va pouvoir discuter d'un budget. Est-ce que tout le groupe va suivre? Vous êtes très précisément 69 députés. Il faudrait environ une vingtaine de frondeurs socialistes. Vous les avez connus, les frondeurs, pour faire tomber le gouvernement. Est-ce que vous êtes sûr de vos troupes? Oui, je le crois. Il y a une discipline d'abord de groupe au Parti socialiste. Et puis, quelle victoire pour nous. Quelle victoire que d'obtenir la suspension de cette très, très injuste réforme. Et donc, dans ces conditions, je ne vois pas comment les socialistes ne pourraient pas suivre la décision très, très majoritaire qui a été prise. Dans un communiqué, Bruno Retailleau affirme que la gauche n'est pas au gouvernement, mais elle le dirige. Est-ce que vous êtes toujours dans l'opposition ce matin? Bien sûr que nous sommes dans l'opposition. Dans l'opposition à Sébastien Lecornu, à Emmanuel Macron en particulier. Mais toutefois, on a obtenu un certain nombre de victoires. Il faut les confirmer dans l'hémicycle. Commence dès dimanche le débat en commission des finances. Il va falloir qu'on fasse passer nos mesures sur la taxation des plus riches, sur le pouvoir d'achat. On propose, vous savez, une baisse importante de la CSG pour tous les gens qui gagnent moins de 2 200 € par mois pour rapprocher le salaire net du salaire brut. Et tout ça, il va falloir qu'on l'obtienne dans l'hémicycle. Sans le 49.3 auquel Sébastien Lecornu a renoncé, c'est effectivement, vous le dites, un budget qui va devenir une forme de coproduction entre le Parlement et le gouvernement. C'est du jamais vu depuis 1958. Hier, Boris Vallaud, le patron des socialistes, du groupe socialiste, a pourtant parlé d'un pari risqué. Qu'est-ce que vous redoutez précisément? Le risque, c'est que cela ne dure pas et que finalement, ensuite, Sébastien Lecornu cède sur sa droite. Le risque, c'est que le Parlement devienne la foire et qu'à la fin, nous n'obtenions pas ce que nous avons demandé. Donc il va falloir être très sérieux dans la préparation. Les socialistes préparent très activement la discussion qui commence dimanche et il va falloir remporter des victoires. Je le rappelle, la taxation des plus riches avec la taxe Zuckman et puis nos mesures sur le pouvoir d'achat qui sont importantes et la protection des services publics. Il y a aussi tout un tas d'horreurs dans le budget de Sébastien Lecornu qu'il faut retirer. Donc tout ça, c'est des combats qu'il va falloir mener nuit après nuit, jour après jour à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre proposera donc dès cet automne la suspension de la réforme des retraites jusqu'à la présidentielle, aucun relèvement de l'âge jusqu'en janvier 2028, une durée des cotisations elle aussi bloquée à 170 trimestres. Les Insoumis disent que ce n'est qu'une simple temporisation. Ils ne voient pas la victoire, eux. Ils ne veulent pas la voir, en vérité. C'est une euphémisation que ne partagent même pas les syndicats. Sud, par exemple, Sud, qui ne peut pas qualifier d'un syndicat réformiste, dit que c'est une immense victoire pour le mouvement social et qu'il ne faut pas bouder son plaisir. CGT également, la CFDT également, c'est une victoire. Les Insoumis font de l'euphémisation pour des raisons politiciennes, en vérité. Mais les Français ne le comprennent pas. Il y a un sondage qui est sorti ce matin, ELAB, qui montre que presque 70% des Français sont satisfaits de cette suspension et qu'une grande majorité aujourd'hui d'électeurs dit qu'il ne faut pas censurer compte tenu de ces concessions. Nous sommes finalement au diapason de ce que pensent les Français qui travaillent. Sur cette suspension, l'évolution de la durée de cotisation est désormais gelée, va être gelée dès lors que ce sera acté. C'était pourtant une mesure de gauche, c'était la réforme Touraine qui a été votée en 2014. D'une certaine manière, vous êtes quand même renié. Non, parce que la réforme Touraine, elle prévoyait un calendrier. Il y avait une accélération. Et la réforme Borne, elle accélérait considérablement le calendrier. Donc on suspend la réforme Borne, on ne suspend pas la réforme Touraine. De fait, quand même un petit peu. Longtemps. Ensuite, le fait que la durée de cotisation soit, elle aussi, gelée, c'est que ça ne se poursuit plus. Si, la poursuite de Touraine continue au calendrier normal. Donc l'arrêt c'est l'arrêt de l'accélération, c'est une très bonne nouvelle aussi. On voit bien que cette réforme, elle n'était pas financée, elle n'était pas juste. Il faut de toute façon remettre l'ouvrage sur le métier et avoir une nouvelle réforme des retraites. On le sait très bien. Il va falloir, dans les prochaines années,
nous arrivons au pouvoir en 2027, mettre en place un vrai système juste et financé qui permette aux gens qui ont commencé à travailler tôt de partir plus tôt, qui permette à ceux qui exercent les métiers les plus pénibles de partir plus tôt et qui permette de financer le système. On en est loin aujourd'hui. Donc vous dites quoi? C'est reculer, c'est stopper pour mieux s'élancer. En fait, vous dites comme Sébastien Lecornu. C'est-à-dire que vous prévoyez déjà une prochaine grande réforme des retraites. Tout le monde la prévoit. Les syndicats eux-mêmes demandent un nouveau système. Il y a des propositions qui sont sur la table. On ne peut pas continuer dans un système où on a 250 milliards de cotisations chaque année et 450 milliards de dépenses. Donc on voit bien qu'il y a un trou qu'il faut réussir à combler. Il faut mettre à contribution, de notre point de vue, les revenus du capital. Et puis il faut un système qui soit plus juste. Système à points, est-ce que ça pourrait être une piste? Elle avait déjà été évoquée lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Non, je n'y suis pas favorable parce que le système à points va renforcer les difficultés sur les carrières hachées, sur les femmes. Non, le système actuel fonctionne bien du point de vue des trimestres et de la durée de cotisation, mais il faut toutefois que nous arrivions à obtenir un système plus juste, permettre notamment à ceux qui ont exercé les métiers les plus pénibles de partir plus tôt. Justement, est-ce que cette grande conférence sociale qui a été annoncée par le Premier ministre sur les retraites, qui va aborder notamment la pénibilité, les carrières longues, pour vous, c'est une manière de s'emparer de ces sujets-là, en sachant que pourquoi est-ce que ça réussirait mieux que le conclave de François Bayrou, qui a été un échec total avant l'été? Pourquoi le conclave de François Bayrou n'a pas marché? Eh bien, c'est parce que, assez naturellement, le patronat n'avait aucun intérêt de faire réussir le conclave parce qu'il n'y avait pas de suspension de la réforme. Si le conclave se plantait, ce qui s'est passé, eh bien, c'était la réforme Borne qui s'appliquait. Là, cette fois-ci, en suspendant la réforme, le patronat a tout intérêt à négocier et à donner des concessions, parce que s'il ne donne pas ces concessions, alors c'est la suspension qui s'appliquera, et donc la réforme Borne ne s'appliquera pas. Et donc la suspension, c'est justement pour donner du pouvoir aux syndicats, donner du pouvoir à la négociation sociale pour obtenir le meilleur système possible par la suite. Si on fait quand même le bilan de ce qui a été dit hier par le Premier ministre, la suspension de la réforme des retraites, la contribution des grandes entreprises, la taxe sur les holdings et les revenus, l'assouplissement aussi de la trajectoire budgétaire, un budget aujourd'hui avec des économies de 31 milliards, c'est quand même loin des 44 milliards de François Bayrou, même si les socialistes en demandaient 21. Est-ce que c'est un budget de gauche? Non, on est très très loin d'un budget de gauche. Il y a des coupes sombres, notamment dans les budgets des services publics, dans celui de l'hôpital. Et puis on a des désaccords assez majeurs sur la question de la fiscalité. Donc tout ça, on va l'améliorer. Il y a une majorité à l'Assemblée nationale pour un budget plus juste, j'en suis convaincu. Nous allons le faire dès ce dimanche. Vous avez sauvé le soldat Bayrou, vous sauvez le soldat Lecornu en ne votant pas la censure. Les insoumis, les écolos, les communistes vont, eux, voter la censure. Est-ce que vous ne fragilisez pas l'unité de la gauche? On ne sauve pas le soldat, on sauve les gens. Là, on sauve 3,5 millions de personnes qui exercent les métiers les plus pénibles, qui ont commencé à travailler le plus tôt et qui allaient travailler 2 ans de plus parce qu'ils avaient eu le malheur de commencer à travailler tôt. Donc vos partenaires de gauche, ils comprennent rien? Non, je crois que chacun, après, a son analyse différente. Nous avons fait le choix de la discussion et on a une très belle victoire. Fabien Roussel lui-même l'a reconnu que c'était une très belle victoire. François Ruffin a reconnu aussi que c'était une très belle victoire. Maintenant, il y a la question de stratégie à l'Assemblée nationale, mais sur le fond, il faut maintenant qu'on se concentre sur le budget. Et nos alliés, ça reste toujours la gauche. Il n'y a pas d'alliance entre nous et les macronistes, il n'y en aura jamais. Une dernière question un tout petit peu technique. On sait que Sébastien Lecornu a renoncé au 49.3. Donc au moment du budget, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les partis qui soutiennent ce budget devront obtenir plus de voix que les partis qui s'y opposent. Aujourd'hui, les opposants, on va dire, c'est à la louche 265 voix. Ça veut dire que les socialistes ne vont pas pouvoir s'abstenir. Il faudra voter pour. Est-ce que dans ce cas-là, vous serez considéré comme étant faisant partie de la majorité? Écoutez, de toute façon, il y a une majorité pour personne. Et pour faire adopter un budget, il faut une majorité de voix. Nous verrons bien comment nous y prendre. Donc vous êtes prêt à voter pour éventuellement le budget d'Emmanuel Macron? Oui, on n'est pas dans le système classique 5e République où l'opposition s'oppose, elle vote contre le budget par définition, sinon elle est dans la majorité. Et il faut bien un point de passage. Aujourd'hui, vous imaginez, côté désespérant pour nos entreprises qui n'investissent plus, pour les ménages qui aujourd'hui surépargnent et ne consomment plus parce qu'ils sont inquiets, pour toutes les difficultés qu'on a dans les services publics, il faut un budget. Donc on va y travailler. On va évidemment trouver des compromis, nous-mêmes, je crois, remporter des victoires dans l'hémicycle. Et à la fin, nous verrons bien si nous voterons le budget. Mais effectivement, il faut qu'une majorité de députés le vote s'il n'y a pas d'emploi de l'article 49, alinéa 3. Merci beaucoup, Philippe Brun. Bonne journée à vous.